Donc, bonjour à tous et toutes. Bienvenue à cette table ronde sur Francophonie d'Amérique. La revue Francophonie d'Amérique célèbre son 25e anniversaire cette année. Et du coup, la revue organise des tables rondes à l'échelle du pays, dans différentes institutions, dans le cadre de différents colloques à travers le pays. Et il va aussi avoir un colloque à la fin de ces tables rondes au mois de mai dans le cadre de l'ACFAS. L'ACFAS qui aura lieu à Montréal, à l'Université McGill en mai. Et donc ici, dans le cadre de notre colloque, on a une table ronde Francophonie d'Amérique avec 3 intervenants. Donc je les présente très rapidement parce qu'ils vont chacun avoir la chance de se présenter davantage durant leur première intervention. Et donc Martin Normand, qui est postdoctorant à l'Université d'Ottawa. Valérie Lapointe-Gagnon, qui est prof d'histoire au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, et André Lamontagne, qui est professeur de littérature à l'Université de la Colombie-Britannique. Et donc, je vais dire 2 mots sur la formule. Martin Normand va passer en premier parce qu'en fait, Martin Normand a produit un document, Martin Normand a produit une brique, une analyse de francophonie d'Amérique, de toutes les publications de francophonie d'Amérique depuis depuis son début finalement, depuis 25 ans. Et donc, Martin va nous présenter les très grandes lignes de son rapport dans 10-15 minutes. Et ensuite, on va procéder à un premier tour de table où chacun des intervenants va avoir la chance de se présenter, de présenter leurs travaux. Ensuite, il va y avoir un deuxième tour de table où les gens vont réfléchir à l'avenir de la recherche en francophonie canadienne. Et ensuite, on va ouvrir la salle, questions, réflexions à partager. Fait que la réflexion porte essentiellement sur l'avenir de la recherche en francophonie canadienne, en particulier la collaboration interrégionale et la collaboration interdisciplinaire. Et donc là-dessus, sans plus tarder, je donne la parole à Martin qui va nous tracer à grands traits son rapport sur francophonie d'Amérique. Donc, merci Rémi. Donc, comme Rémi faisait allusion, c'est le premier d'une série d'ateliers qui se tiendront à travers le pays dans les prochains mois pour faire un peu un bilan des études sur les francophonies d'Amérique. Donc, le premier ici, le prochain aura lieu en novembre à Sudbury. Après ça, ça s'enfile Edmonton, Winnipeg, Ottawa, Moncton, l'Université Sainte-Anne et le Grand Colloque à l'Université Laval et le Grand Colloque qui aura lieu à l'Université McGill dans le cadre de l'ACFAS. C'est donc la série d'ateliers organisée de façon à favoriser des échanges entre disciplines, entre régions, favoriser aussi le développement d'études comparatives et de rassembler autour d'une même table des chercheurs qui sont à différentes étapes de leur carrière. Et c'est donc avec le prétexte du 25e anniversaire de la Revue Francophonie d'Amérique qu'on a amorcé cette réflexion-là. C'est un prétexte idéal pour faire le bilan du champ des études franco-minoritaires par une variété de thèmes donc, qui invitent à l'analyse rétrospective, à la réflexion et à l'engagement. Ça permet aussi, l'instant d'une table ronde, de réduire les distances qui séparent les différentes communautés et de miser sur la richesse de la diversité de la recherche qui se fait sur les francophonies minoritaires en Amérique. Et je peux aussi vous annoncer qu'on a appris aujourd'hui que la demande au CRSH qu'on avait faite pour financer la série d'ateliers pour l'année qui vient et le colloque a été acceptée. Donc, on a appris la nouvelle ce matin. Tant mieux, ça pourra donner une belle structure à cette série d'ateliers qui se tiendront toute l'année. Dans le cadre de ces célébrations-là, j'ai aussi été embauché par le conseil d'administration de la Revue Francophonie d'Amérique pour faire un grand bilan quantitatif et qualitatif du contenu de la revue. Faire un portrait général de ce qui s'est retrouvé dans la revue, mais aussi s'en servir pour faire pour que ce soit un moment d'arrêt sur la revue et ses perspectives d'avenir. C'est un peu comme ça que j'ai conçu le rapport. Ça devient donc un portrait assez exhaustif de tout le contenu de la revue, de la table des matières aux articles scientifiques, les coupons d'abonnement, les bibliographies, les notices biographiques, tout se retrouve dans le rapport. Ça donne un aperçu des régions étudiées, des disciplines traitées, de la diversité des collaborateurs.
Évidemment, on n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui, c'est une brique de 90 pages. Mais le rapport complet sera disponible sur le site de la Revue francophone d'Amérique d'ici la fin de l'année, en édition, en révision linguistique. Donc, ça s'en vient, il sera disponible dans son intégralité. Donc, pour faire une mise en contexte rapide, voilà. Le numéro inaugural de Francophonie d'Amérique a été publié en 1991. Et le premier directeur de la revue, Jules Tessier, espérait que la revue permette de mieux, et c'est le titre de la présentation et le titre du rapport, de mieux cerner les points de convergence dans le discours minoritaire. Donc, il n'est pas vain de profiter des 25 ans de la revue pour réfléchir d'où est venue la revue et où elle pourra aller dans l'avenir. C'est aussi une réflexion qui se campe dans un contexte où le monde de l'édition est en transformation. Plusieurs revues se questionnent sur leur avenir, leur support, la façon dont elles sont organisées. Et le rapport présente donc un bilan quantitatif et qualitatif de la revue. Au total, 830 textes ont été publiés dans la revue, ce qui équivaut à 8172 pages. Je vous assure, je ne les ai pas toutes lues, mais j'en ai fait l'essentiel de l'analyse pour au moins arriver au constat que vous verrez plus tard. Je présente juste rapidement ici la diversité des textes qui ont été présentés. J'ai gardé à part la présentation des numéros comme tels. J'expliquerai pourquoi ensuite. Les articles scientifiques et les comptes rendus. Les portraits d'auteurs, c'est une série d'articles qui a été publiée dans les 13 ou 15 premiers numéros de la revue où on consacrait un texte à un auteur en particulier. C'était souvent sous la forme d'échanges ou d'entretien. Chroniques des centres de recherche, donc des centres de recherche publiaient des courtes chroniques sur leurs activités dans les premiers numéros de la revue. Publications récentes et thèses soutenues, c'est presque une fois par année que cette rubrique-là paraît, où il y a un bilan de ce qui a été publié dans la dernière année. D'autres textes qui ne correspondaient pas aux catégories élaborées. Et matériel de présentation, c'est les tables des matières, l'information pour contacter le personnel, ce genre d'informations-là. Ça donne donc les 830 textes. Ici, on a un peu moins de pages que les 8172, mais ce qui reste, c'est les pages blanches qu'il y avait dans la revue. Ils ne sont pas comptées quand on télécharge l'ensemble de la revue du portail érudit. Ça peut sembler un gros montant, mais ça revient à une moyenne de 7 pages blanches par numéro. C'est pas si mal comme écart. C'est comme ça que j'explique l'écart. Mais bon. Pourquoi j'ai gardé la présentation des numéros à part ici, c'est que j'ai trouvé intéressant de brosser un portrait de la revue sous l'œil de ses directeurs. Qu'est-ce que les directeurs avaient à dire à propos de la revue? Et ça donne aussi une idée de comment le champ a été structuré par chacun de ces directeurs. Le premier directeur, comme je le disais, était Jules Tessier, professeur à l'Université d'Ottawa. Et dans ses présentations, on voit qu'il était porteur d'un projet de valorisation du savoir et de maillage des francophonies. C'est présent dans toutes ses présentations qu'il publie dans les 10 premiers numéros de la revue. Et je vous présente juste 2 extraits de ces présentations. Il va nous dire dans le tout premier numéro « Les conditions difficiles dans lesquelles vivent les francophones hors Québec et le sentiment d'isolement ressenti par les chercheurs qui s'intéressent aux différentes manifestations de la vie française en milieu majoritairement anglophone rendaient d'autant plus impérative la création d'un organe d'information apte à fournir une vue d'ensemble continentale. » Donc, il croit fermement au potentiel et à la pertinence d'une telle revue. Et il nous dit d'ailleurs « Nous sommes plus convaincus que jamais de l'importance des études comparatives portant sur les différentes manifestations de la vie française, une démarche incontournable non seulement pour mieux résister à l'acculturation, mais aussi pour renouveler et approfondir la recherche. » Donc ce projet de production de nouveaux savoirs et de maillage se manifeste dans ces présentations. Paul Dubé de l'Université de l'Alberta lui succède en 2001 et la ligne directrice de ces présentations s'articule autour de l'urgence d'agir devant la fragilité de la francophonie en Amérique. Il va soulever cette préoccupation-là pour l'ajouter aux objectifs fondamentaux de la revue. Et il va faire un appel à l'action du chercheur-sujet, ou encore de l'intellectuel minoritaire francophone en tant que chercheur et sujet social. Donc, il veut démontrer dans la revue que le chercheur en francophonie minoritaire est aussi engagé dans son milieu et à l'égard de son objet. Et pour lui, la fragilité est associée à ce moment-là aux phénomènes liés à la mondialisation, à la postmodernité, au consumérisme, à la culture populaire. Pour lui, la francophonie n'a jamais été autant menacée et le défi à relever d'une telle ampleur. Et il va nous revenir à plusieurs reprises sur cet élément de fragilité dans plusieurs de ses présentations.
Marilyn Dollard de l'Université de Moncton va succéder à Paul Dubé. Donc, vous notez peut-être un principe d'alternance dans la direction de la revue. Revue qui a été dirigée au départ à Ottawa, s'est déplacée dans l'Ouest, s'est déplacée dans l'Est à ce moment-ci, sous la direction de Marilyn Dollard, pour qui la réflexion sur les espaces de la francophonie canadienne va prendre une place centrale dans les présentations. C'est moins présent dans ses textes comme tel, mais la plupart des numéros ont comme thématique, sous la direction de Marilyn Dollard, un élément en lien avec le rapport au territoire. On va parler de l'espace rural, de l'espace urbain, des dynamiques spatiales qui façonnent la francophonie. Et pour elle, elle va nous dire dans une de ses présentations, le concept d'espace s'impose maintenant pour désigner la présence francophone sous diverses formes dans un contexte minoritaire. L'espace, plutôt que le territoire, est dorénavant placé au cœur des revendications des francophones. Et finalement, le dernier directeur en date, François Paré, retour vers l'Ontario à ce moment-ci pour la direction de la revue, va beaucoup réfléchir à la transformation et au renouvellement, autant des communautés, des collectivités, que du champ de recherche. Pour François Paré, les lieux sont appelés régulièrement à se réinventer et se précisent toujours plus les modes de figuration et les niveaux dispositifs de mise en sens qui font parler et vibrer les communautés humaines. Donc, on voit à ce moment-ci comment ce champ-là peut être appelé à se transformer et à se renouveler. Et succède donc à François Paré, en collaboration, Yves Frenette et Peter Dorrington, donc la direction de la revue, à partir du prochain numéro, revient dans l'Ouest canadien. Évidemment, c'est beaucoup plus riche la présentation dans le rapport, là, comment cette contribution des directeurs-là permet d'avoir une vue d'ensemble du champ, mais à tout le moins, on voit qu'il y a une certaine trame là, qui fonctionne ici. Pour ce qui est du contenu du rapport, je vais surtout me limiter à l'analyse quantitative des articles scientifiques. Ce serait beaucoup trop long de se concentrer sur tout le reste. Donc, quelques faits saillants d'analyse pour nourrir la réflexion. D'abord, il est intéressant de noter qu'il y a pratiquement parité entre le nombre de femmes et d'hommes qui ont publié dans la revue. Donc, on parle de 51-49% en termes de répartition. Grande majorité des textes ont été signés par un seul auteur, on parle de 77%. Et depuis le numéro 25, près de 30% des articles publiés dans la revue sont signés par des étudiants, seuls ou en collaboration. Pourquoi depuis le numéro 25 seulement? C'est que les biographies, les notices biographiques des auteurs des articles ne sont publiées dans la revue que depuis le numéro 25. Donc, on n'a pas, à moins de faire une recherche beaucoup plus approfondie sur le statut de la personne qui a publié à tel moment de la revue, ce qu'on n'a pas fait, on s'est limité à ça pour au moins avoir un constat actuel. Le prochain constat intéressant, c'est sur la répartition régionale des affiliations des auteurs des articles. Et on voit donc que l'Université de... ici, l'Ontario et l'Acadie représentent évidemment la majorité des régions d'affiliation des auteurs des articles scientifiques, mais au-delà de cette catégorisation régionale, il faut noter que c'est principalement l'Université d'Ottawa et l'Université de Moncton qui comptent pour près du tiers de l'affiliation des auteurs dans la revue. Pour ce qui est des disciplines académiques, là c'est assez réparti, là, mais notez que les études littéraires constituent près du quart de la production scientifique qui a été publiée dans la revue depuis le premier numéro, et que c'est la sociologie qui est la deuxième discipline la plus présente dans la revue. Mais dans les deux cas, la sociologie et les études littéraires sont présentes dans le même nombre de numéros. Donc, sont répartis équitablement dans les 37 numéros de la revue. Après ça, c'est beaucoup plus sporadique pour les autres disciplines. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que des disciplines qu'on aurait pu s'attendre de voir assez plus fréquemment dans la revue, comme la géographie ou l'économie, deux sujets qui ont souvent été traités dans des colloques scientifiques, dans des différents groupes de recherche, sont très peu présents dans la revue. Mais deux objets ont pris du galon dans les derniers numéros, la santé et l'immigration, qui n'étaient pas présents au départ et qui se sont imposés par la suite. Répartition régionale des articles. Encore là, c'est l'Acadie et l'Ontario qui sont le plus souvent traités comme région dans la revue. Après ça, c'est effectivement l'Ouest canadien, mais ce que ce graphique-là masque,
c'est que cette répartition-là n'est pas... la présence des régions n'est pas répartie équitablement dans tous les numéros. En fait, il y a une diminution des articles sur l'Ouest canadien et les États-Unis, marquée après l'abandon de l'organisation de la revue en blocs régionaux. C'est-à-dire que jusqu'au numéro 19, la revue est organisée par blocs régionaux. Il y a un bloc sur l'Acadie, une série d'articles, une série de comptes rendus. Un bloc sur l'Ontario, une série d'articles, une série de comptes rendus. À partir du numéro 19, cette organisation-là est complètement abandonnée. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que l'Ouest et les États-Unis sont de moins en moins présents dans la revue. Par exemple, vous voyez ici, jusqu'au numéro 17, il y a une présence assez constante de l'Ouest canadien. Il y a plusieurs numéros où l'Ouest est absent. L'exception notable, c'est le numéro 32, qui est un numéro thématique consacré à l'Ouest canadien. C'est encore plus notable pour les États-Unis, qui disparaissent presque complètement après le numéro 19. Ça, c'est 4 articles sur 17 numéros qui ont été consacrés aux États-Unis, alors que la répartition était un peu plus équitable dans les numéros précédents. Donc ça, c'est l'effet saillant pour les articles scientifiques. Rapidement, sur les comptes rendus, là, j'ai déjà pris beaucoup de temps. La répartition homme-femme n'est pas la même pour ce qui est des comptes rendus. Les auteurs des comptes rendus sont affiliés principalement à des institutions en Ontario et dans l'Ouest canadien, mais les régions couvertes par les ouvrages recensés sont principalement provenant de l'Ontario et de l'Acadie. La raison pour laquelle ces deux éléments-là ne concordent pas nécessairement, c'est qu'au départ, il y avait un effort de la part des directeurs de la revue pour assigner les comptes rendus dans des régions différentes de la région couverte dans l'ouvrage. Donc, ça peut expliquer qu'une grande partie des ouvrages qui traitaient de l'Acadie peuvent avoir été recensés par des auteurs dans l'Ouest canadien. Ça peut expliquer cette tendance-là. Mais un fait saillant sur lequel je voudrais arrêter avant de compléter cette section-là, c'est qu'il y a longtemps eu des recensions d'œuvres littéraires dans la francophonie d'Amérique. Ça constitue 41% des ouvrages recensés sur toute la période. Mais à noter que 92% des œuvres littéraires ont été recensées dans les 19 premiers numéros. Donc ça laisse un 7%, 8% de ce corpus-là qui a été publié depuis le numéro 19 en 2005. Donc il y a une quasi-disparition des recensions d'œuvres littéraires dans la francophonie d'Amérique. Et je vous laisserai sur 3 pistes d'avenir pour la revue. Très rapidement, il y a, on le voit avec la disparition de certaines régions, qui a un souci à retourner éventuellement vers les ambitions comparatives de la revue. Pour compléter cette étude-là, j'ai envoyé un questionnaire auprès des anciens directeurs de la revue et des directeurs actuels pour voir certaines tendances. Et c'est quelque chose que les directeurs ont noté, que les études comparatives sont moins présentes qu'elles l'étaient dans la revue au départ, mais qu'on veut renouer avec ça. Mais du même coup, il faut aussi agir directement sur la représentativité des régions dans la revue pour corriger le fait que l'Ouest canadien soit moins présent qu'il l'était, les États-Unis sont pratiquement absentes, et les Caraïbes et les Antilles, qui étaient au cœur du projet au départ, ont été pratiquement absentes de toute la revue. Donc, il y a lieu de revenir là-dessus et de réfléchir à l'accessibilité de la revue, c'est de réfléchir à toutes les possibilités qui sont associées au numérique aussi. Il y a beaucoup de contenu très riche dans la revue, mais qui est difficilement accessible. La rubrique sur les publications et les publications et les thèses soutenues, il y a une richesse là, bibliographique infinie, mais si on n'est pas abonné à la copie de papier, on n'a pas accès à ce contenu-là. Donc, il y aurait lieu de donner un accès à ça et évidemment réfléchir à la publication en ligne ou l'accès libre à la revue pour rejoindre, oui, le public universitaire, mais aussi rejoindre un public plus large qui était au cœur, de toute façon, des ambitions de Jules Tessier à la création de la revue. Donc, je vous laisse là-dessus pour l'instant. Merci, Martin. La première question que j'ai demandé aux 3 intervenants, c'est de se situer dans ce champ. Je pense qu'on peut tous convenir que c'est un champ qui est très diversifié. En fait, on pourrait même se questionner s'il y a lieu de parler d'un champ de recherche. Bon, ça, c'est pour une autre fois. Mais en termes de champ de recherche, c'est un champ qui est très diversifié, qui est même hétéroclite.
Et donc, la première question, c'est finalement de demander à chacun de ces trois intervenants de situer leurs travaux, leurs recherches dans ce champ que l'on nomme le champ de recherche sur la francophonie canadienne. Okay. Peut-être qu'on commence avec André Lamontagne. D'accord. Merci, Rémi. Je dois avouer que lorsque j'ai reçu l'invitation, j'ai eu un instant d'hésitation, sinon de doute, parce que je ne suis pas un spécialiste de la francophonie canadienne. Alors, pendant une journée ou deux, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Et puis, Rémi m'a convaincu, m'a dit, oui, il parle comme chercheur en littérature québécoise, donc des zones de rencontre avec la littérature francophone, et aussi comme écrivain. Donc, tu peux parler de ça. Alors, je me suis dit, d'accord, je vais partir de là, de mon double statut comme professeur et écrivain. C'est pas quelque chose d'inhabituel. Hein. Il y a beaucoup de professeurs qui sont écrivains, pour le meilleur et pour le pire. Mais dans mon cas, je me voyais un peu comme un animal à deux têtes parce que j'occupe deux positions différentes, disons, symboliquement, dans le contexte culturel canadien. C'est-à-dire que d'une part, comme universitaire, j'ai publié des ouvrages aux presses de l'Université Laval à Québec, chez Fides à Montréal, chez Nota Bene, j'ai dirigé des numéros de revues pour Voix et Images. Ou par exemple, le Fonds de recherche Société et Culture, dont le CRSH québécois, me demande, disons, d'évaluer des projets de recherche, de classer les étudiants pour les bourses de doctorat. J'espère que je révèle pas le secret ici. Mais donc, j'ai un profil d'universitaire québécois, comme si je n'étais pas à Vancouver, comme si j'étais... Et d'autre part, comme écrivain, j'ai publié 2 romans et un recueil de nouvelles aux éditions David à Ottawa. Mes livres ont été en liste pour le prix des lecteurs de Radio-Canada et pour le prix Émile Olivier du Conseil supérieur de la langue française. La raison pour laquelle je mentionne ça, c'est parce que ce sont des distinctions littéraires pour des écrivains francophones hors Québec. Donc, je suis positionné comme ça. D'autres petits exemples anecdotiques, mais par exemple, quand je vais au Salon du Livre de Québec, je suis invité comme écrivain franco-canadien. En mars dernier, j'étais au Salon du Livre de Paris, j'étais au stand des écrivains du Québec, invité par l'UNEC. Alors, vous comprenez que dans ces 2 têtes, et même je pourrais ajouter une 3e tête si c'était possible, si on peut avoir 3 têtes en étant bicéphale, aussi comme acteur communautaire, parce que j'étais jusqu'à récemment vice-président de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Je suis membre fondateur de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique. Donc, comme certains d'entre vous, j'ai participé à des réunions à Ottawa pour la FCFA, etc. Donc, comme écrivain et comme citoyen engagé, quand je réfléchis à ça, je suis plutôt défini sur un plan géographique et sur un plan linguistique. Et comme universitaire, je suis plutôt défini sur un plan institutionnel. Et donc, je voulais partir de là pour ma réflexion. Et comme spécialiste du roman québécois contemporain, dont j'ai publié des ouvrages sur Hubert Aquin, sur différents auteurs québécois, mais aussi sur des questions de réception de la littérature québécoise au Canada anglais. Donc, un comparatisme entre le Québec et le Canada anglais. On avait un projet subventionné qui s'appelait le CAG, la critique anglophone de la littérature québécoise. Aussi un numéro que j'ai dirigé, la littérature québécoise sous le regard de l'autre. Et à partir de là, quelques pistes de réflexion que je voulais donner aujourd'hui, c'est que les difficultés qu'on a rencontrées dans le comparatisme Québec-Canada-anglais, je pense que ça peut nourrir une réflexion sur un comparatisme canadien francophone, disons, entre le Québec et d'autres littératures francophones ou d'autres espaces francophones. Alors, lorsqu'on s'attarde à cette question du comparatisme, on voit qu'il y a une espèce d'étanchéité conceptuelle. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Dans les années 60, 70, 80, il y a eu beaucoup de tentatives d'établir donc une littérature comparée Québec, Canada, anglais. On pense aux travaux de Clément Moisan à l'Université Laval, beaucoup d'anglophones comme Philip Stratford, E.D. Blodgett, Sutherland et autres. Et ils se butaient à des difficultés, c'est-à-dire que quand on lit les préfaces à leurs essais, parfois même ils se demandent ce qu'ils sont en train de faire, si c'est valide.
Et il faut dire les résultats, ça peut donner des études intéressantes, mais les résultats ne sont pas toujours très probants. Est-ce qu'il existe vraiment une littérature canadienne? Et la deuxième vague vient de l'Université d'Alberta, c'est avec les travaux du groupe autour du professeur Dimich. Et eux se sont inspirés de la théorie des polysystèmes. Et la théorie des polysystèmes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Itamar Even-Zohar de l'Université de Tel Aviv, qui a étudié la rencontre entre des systèmes, c'est-à-dire essayer de respecter l'autonomie de systèmes tout en reconnaissant qu'ils sont en intersection. Et donc, il proposait un modèle dynamique qui s'appliquait à différentes sphères du culturel, mais donc il y a des chercheurs canadiens qui se sont dit « Ah, ça, c'est un modèle intéressant, c'est-à-dire qu'on pourrait étudier les rapports entre la littérature québécoise et la littérature anglophone sans être mal vu, c'est-à-dire sans penser qu'on a une position idéologique qu'on veut créer une seule littérature canadienne, ce qui serait très mal vu du côté québécois. » Donc, ils ont travaillé à partir de cette notion de polysystème. Il y a encore des applications intéressantes, mais ça aussi, un peu, c'est pas assez, si vous voulez, c'est pas assez date, hein, si on peut parler comme ça. Donc, il y a un cloisonnement méthodologique qui demeure. Je peux donner d'autres exemples. J'avais participé à Québec à une table ronde de l'American Council for Quebec Studies. Et avec un collègue de Vancouver, Jean Baudouin, on avait parlé en faveur des études postcoloniales dans la littérature québécoise. C'était vers 2005, 2004, 2005. Et ce qui était intéressant, c'est que les anglophones appréciaient, puis l'American Council for Quebec Studies, c'est multidisciplinaire, il y a des gens des États-Unis, il y a des gens de tout partout. Par contre, les universitaires québécois qui étaient là étaient prêts à nous jeter des pierres parce qu'ils ne se reconnaissaient pas du tout dans cette approche postcoloniale. Premièrement, parce qu'ils ne se voyaient pas comme colonisés, ce qui est aussi discutable. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils voyaient ça comme un impérialisme culturel, un impérialisme méthodologique anglo-saxon, alors que les anglophones disaient non, au contraire, il y a beaucoup. Donc on voyait l'impasse méthodologique. Au niveau Québec, Canada francophone, et c'est là où je voulais en venir, et on pourra aussi en parler dans au deuxième tour de table. Comme vous savez, il y a eu l'ouvrage de François Paré sur les littératures de l'exiguïté en 1992. Et ce qui était intéressant là, et je pense que c'est une tendance qu'on va remarquer aussi plus tard, c'est que on ne fait pas vraiment une littérature comparée, on s'intéresse plutôt à des problématiques communes, qui sont les problématiques des littératures en ce qu'il appelait en situation d'isolant. Donc pas juste la littérature québécoise, littérature franco-ontarienne, mais aussi plusieurs autres littératures, mais c'est qu'on s'intéresse à ça, autrement dit, d'une façon plus institutionnelle. Et moi-même, quand je regarde un peu ce sur quoi j'ai travaillé, puisque c'était aussi le but de l'exercice, par exemple, avec un collègue, on avait publié tout un chapitre sur la fiction francophone dans le Cambridge History of Canadian Literature, qui a été, donc c'était traduit. Et ça nous a valu l'opprobre de Jean-François Lisée dans le blog de l'actualité. Et je pensais à ça, et je me disais, si jamais il devenait chef du Parti québécois, le premier ministre du Québec, ben, je vais avoir l'insigne honneur d'avoir été critiqué par Jean-François Lisée. Et ce qui me représentait, c'est qu'il disait, dans ce livre de Cambridge, où il y a 650 pages sur la littérature canadienne, et il y en a seulement 23 sur la littérature francophone. Et de ces 23 pages, on en avait écrit 4 sur la littérature hors Québec. Ce qui est vraiment, effectivement, c'est trop peu, mais on se trouvait pris dans cette logique quantitative. Et à relire ça, ce que je voyais aussi, c'est que souvent, c'est qu'on ne va pas étudier, on ne va pas comparer, disons, la littérature franco-ontarienne, littérature canadienne ou celle de l'Ouest, en fonction de thèmes communs, alors qu'il y aurait beaucoup de thèmes communs, mais on va encore réfléchir à la question institutionnelle. Donc, on va comparer la naissance des maisons d'édition en Acadie, à Sudbury, dans l'Ouest canadien, avec la naissance, je ne sais pas, de l'Hexagone au Québec ou la poésie. On va s'intéresser à des écrivains qui sont un peu dans l'entre-deux, comme disons Jacques Savoie,
France-Daigle et autres, qui sont un peu partagés entre le Québec et l'Acadie. Donc, beaucoup de ces questions institutionnelles qu'on va retrouver. Et lorsqu'on essaie d'en sortir, on se rend compte aussi que parfois, on va se retrouver dans une logique de juxtaposition, ce que j'appelle une logique de juxtaposition. Je vais vous donner un exemple. Il y a des collègues de l'Alberta. Donc, il y a un collectif à apparaître bientôt sur Espace Mémoire. Et donc, j'ai écrit un texte sur Louis Fréchette et la ville de Québec, dans Originaux et Détraqués, un texte du 19e siècle. Mais ça ne va pas nécessairement se retrouver dans un vrai dialogue avec les collègues qui publient sur l'espace et la mémoire ailleurs au Canada, etc. C'est-à-dire que oui, on peut faire des ponts et tout ça, mais c'est souvent encore donc une logique de juxtaposition. Une dernière minute. D'accord, dernière minute. Peut-être donc pour la question d'un comparatisme francophone, donc il y a toutes sortes de questions qui se posent et qui sont difficiles à évacuer, les questions de majorité, de minorité, de centre et de périphérie, qu'on ne peut pas éviter. Lorsqu'on travaillait ce projet sur la littérature québécoise, on avait plusieurs auxiliaires de recherche qui revenaient nous voir et qui avaient des problèmes de classification parce que c'était des problèmes identitaires, c'est-à-dire que vous avez des gens qui portent un nom francophone dans l'Ouest ou ailleurs, mais qui écrivent en anglais. Vous avez des anglophones qui écrivent au Québec. Vous connaissez tout ça, mais il y a énormément de problèmes méthodologiques qui se posent et qui traduisent des déplacements. Et finalement, ce sera mon dernier point pour la première partie. Lorsqu'on s'intéresse à la vitalité, disons, conceptuelle de ça, et qu'on regarde ça à l'échelle de l'Amérique, puisqu'on parle de francophonie des Amériques, évidemment, ça devient problématique. Vous parliez tout à l'heure de Tessier, de Jules Tessier. Il avait fait, j'ai retrouvé un compte-rendu qu'il a fait du livre de François Paré. Et bon, c'était très louangeur, mais il y avait une critique, on disait, et je cite, par ailleurs, la seule mention qui soit faite à propos des Franco-Américains prend l'allure d'un coup de Jarnac asséné sans ménagement. Et là, il cite le texte de Paré. Il dit, donc, François Paré dit « Il existe des cas absurdes. Aux États-Unis, on organise bon an, mal an des colloques sur la littérature franco-américaine, alors que les écrivains s'y comptent sur les doigts d'une seule main. » Donc, on voit que même chez Paré, à l'époque, cette idée d'une francophonie était problématique. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci, si tu veux. Et puis, on y reviendra pour les pistes peut-être de solutions, de partage. Génial, c'est un bon départ. Merci André. On enchaîne avec Valérie. Oui, bonjour. Merci aux organisateurs. Et je suis vraiment désolée, ma voix me fait complètement défaut, mais... Est-ce que tu veux utiliser le micro, si tu veux? Si c'est encore le haut-parleur. Oui, ça marche encore. Ça peut être aller mieux ici, mais c'est pas convaincant. C'est pire que je pensais. Tantôt, j'ai réussi à faire ma présentation, mais là, il n'y a plus grand-chose qui peut sortir. Je vais faire de mon mieux. Alors, en tant que Québécoise qui a grandi à Québec, où j'ai eu accès à des cours d'histoire qui évoquaient la distinctivité du Québec, le parcours national particulier, où on parlait de la conquête, justement, de la Révolution tranquille, des référendums, de l'échec de la Quiche, j'ai pas eu accès vraiment au parcours des autres francophonies canadiennes. Donc, c'est arrivé plus tard dans mon cheminement et ça a été un accident, mais aussi une belle révélation. En fait, c'est arrivé au moment où je suis vraiment désolée, je vais prendre mon téléphone. Ça va peut-être aider. Donc, c'est arrivé au moment où j'ai commencé ma maîtrise à l'Université Laval sous la direction de Martin Paquette, qui dirigeait la chaire de l'ACFAN, qui se consacre aux francophonies. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu un contact plus particulier avec la francophonie et je me suis vraiment intéressée dans la trame historique du Canada, à l'idée de crise, à l'idée... il y a tellement de métaphores dans
l'histoire, sur les relations entre francophones et anglophones, entre Québec et Canada. Il faut dire que ma focale a été transformée, et pendant longtemps, j'ai aussi regardé les relations conflictuelles entre le Québec et le reste du Canada. Puis, justement, j'étais fascinée par la pluralité des métaphores. On parle de mariage, de raison, de crise, de mal canadien. Puis de voir, ça a un lien justement avec ce que je vis en ce moment. Donc, de voir un peu comment la réconciliation s'était taillée une place dans tout ça. Et un des moments fondateurs de la réconciliation, c'est notamment, il y en a eu d'autres, mais un des grands moments de réconciliation, de volonté de réconciliation, c'est la commission Laurando-Duncan, la commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Et en m'y intéressant, ce que je voulais faire, c'est aussi essayer de déconstruire assez modestement le discours dominant, parce qu'on parle toujours au Québec dans les années 60 de la Révolution tranquille, du maître chez nous, justement du repli un peu sur le territoire, de la fracture avec le reste des francophonies, mais on oublie que pendant ce temps-là se passait une grande conversation nationale qui essayait de créer les fondements d'une égalité des chances réelles entre les francophones et les anglophones. Et c'est ce qui me fascinait dans tout ça, et c'est ce qui m'a amené à considérer davantage les francophonies dans mes recherches. Je me suis intéressée notamment au parcours, trajectoire des commissaires, notamment le commissaire acadien Clément Cormier, qui n'a pas eu un rôle majeur à la commission, mais qui a tout de même un rôle intéressant. Je me suis intéressée aussi à la notion d'engagement, l'engagement des intellectuels pour transformer le paysage des politiques linguistiques. Et ça a un lien direct avec la thématique de la table ronde entre politique et territoire, et justement la commission Laurando-Duncan est un moment où on essayait de concilier consultation citoyenne, politique et refondation de nouveaux territoires à l'aube du premier centenaire du Canada. Donc c'est plutôt ça pour mes premiers contacts avec la francophonie. Il faut dire que ça a pris une dimension encore plus grande quand je suis arrivée moi-même en milieu minoritaire. Donc, je n'étais plus au Québec. Je suis déménagée à Toronto il y a quelques années. Et puis, depuis l'année passée, je suis à Edmonton. Donc, tout ça a pris une ampleur différente. Mon intérêt a été renforcé, je dois dire. Et un élément, c'est notamment mon arrivée à Edmonton dans le contexte du dépôt du jugement de la Cour suprême dans le cas de la cause Caron, donc où les Franco-Albertains avaient énormément d'attentes, où le bilinguisme législatif aurait pu être reconnu, mais où les juges ont tranché en défaveur des Franco-Albertains. Et en lisant le rapport, où il y avait eu des recherches incroyables faites dans les archives pour redonner mémoire aux francophones de l'Alberta, dont les trajectoires avaient été évacuées, des livres d'histoire qui se sentaient inconscients d'eux-mêmes, comme j'ai parlé plus tôt dans ma première présentation. Donc, on avait eu accès, les juges de la Cour suprême avaient eu accès à ça, mais il n'y avait pas de reconnaissance. La reconnaissance, on la voyait dans le jugement des 3 juges dissidents. Donc, j'ai voulu m'intéresser à la question d'histoire, de mémoire, parce que je trouve que la négation par les juges de la Cour suprême de la trajectoire historique pour justifier les droits linguistiques avait quand même beaucoup de liens avec le fait la façon dont l'histoire des Franco-Albertains a été traitée, mais aussi la façon dont on a évacué du récit dominant la présence des francophones. Donc, je m'intéresse aux notions de mémoire, d'histoire et de la présence des francophones dans le récit historique. Donc, je ne vais pas m'attarder parce que ma voix est vraiment pas présente. Merci quand même. Merci. Merci. J'allais éviter de parler de mon parcours personnel, mais peut-être que ça vaut la peine de juste noter quelques éléments qui m'ont amené à mon fil conducteur dans mon rapport à la politique et à l'espace en francophonie canadienne. Dire que moi, je suis franco-ontarien, j'ai passé le plus clair de ma vie en Ontario français, déménagé au Québec pour le doctorat, habite toujours au Québec. Mais je dirais que mon premier abord avec la politique, si on veut, en francophonie canadienne, s'est fait au sein des conseils scolaires francophones.
Moi, j'ai passé à travers le système scolaire francophone en Ontario au moment où les conseils scolaires ont tous été créés. Je me rappelle que même en 3e année, là, on créait les premiers conseils scolaires en Ontario, le premier conseil scolaire homogène, et on avait une chanson pour célébrer notre conseil scolaire. On monte à loin. Mais il reste qu'avec la réorganisation et la création des conseils scolaires francophones homogènes partout sur le territoire ontarien en 1997, a été créé le poste de conseiller scolaire élève. C'est pas anodin parce que la 2e année d'existence de ce programme-là, donc en 1999, j'ai été élu conseiller scolaire élève au sein de mon conseil scolaire. Donc, ça a été mon premier contact avec la politique, avec les organismes communautaires aussi qui venaient intervenir, avec le pouvoir citoyen, avec la réflexion sur le pouvoir. Mais peut-être que j'avais déjà un regard cynique sur la politique à l'époque, mais j'ai vite senti que ce n'était pas nécessairement ma place que d'être présent dans les organismes communautaires sur le terrain. Et je me suis rapidement senti à l'aise dans un milieu académique rendu à l'université. J'ai fait un bac en histoire et en sciences politiques, et je voyais que rapidement, je pouvais peut-être structurer ce que j'avais à dire de façon à avoir une contribution directe sur mon milieu. C'est peut-être ambitieux, c'est peut-être prétentieux de le dire de cette façon-là, mais je pensais rapidement que c'est comme ça que je pourrais avoir une incidence sur mon milieu. Et déjà, je commençais ma formation académique et je me voyais comme chercheur engagé dans mon milieu. Quelqu'un a vu l'étincelle en moi et m'a beaucoup influencé pour le restant de ma formation universitaire. Je remercie beaucoup Linda Cardinal qui m'a supervisé à la maîtrise et avec laquelle je collabore depuis. Mais tout ça m'a amené à avoir maintenant un beau fil conducteur dans ma recherche de la francophonie canadienne, celle d'une réflexion comparative sur la capacité d'agir des acteurs en francophonie canadienne. Donc, mes travaux font toujours une place centrale aux acteurs, comment ils interagissent avec le pouvoir, avec les institutions, entre eux-mêmes aussi. Quand on parle de capacité d'agir, on parle aussi d'habilitation, d'empowerment, c'est des termes qui reviennent souvent. D'agency, en anglais, on va le traduire parfois par agentivité, j'aime moins ça, mais c'est pour ça que je vais utiliser capacité d'agir. Il me semble que ça rend bien compte du pouvoir organisationnel ou de la capacité à se doter de structures, de s'organiser dans le but d'avoir une incidence sur le pouvoir. Et aussi rapidement, j'ai pris conscience des avantages de la comparaison pour faire cette réflexion-là sur la capacité d'agir, mais ça, j'y reviendrai dans la deuxième partie pour la comparaison. Et donc, dans la foulée des travaux que j'ai faits, j'ai réussi à toujours positionner ma réflexion sur cette capacité d'agir-là. À la maîtrise, j'ai travaillé sur la notion de développement communautaire et comment le discours sur le développement a évolué. Bien, dans cette étude-là, j'ai donné la parole à la FCFA, FFHQ, au commissaire linguistique, au comité parlementaire, patrimoine canadien, donc plusieurs acteurs qui, de façon différente, intervenaient dans le débat sur le développement communautaire. Je me suis retrouvé à participer au sein d'une équipe qui a travaillé sur la gouvernance communautaire et les innovations dans la gouvernance communautaire. On a fait beaucoup de recherches collaboratives avec des organismes sur le terrain. Une expérience très formative que de faire de la vraie recherche collaborative. Mais c'était aussi de redonner la parole aux acteurs, aux groupes de la société civile qui, dans un bel esprit de partenariat, on peut aussi qualifier de chercheurs en eux-mêmes parce qu'ils sont porteurs d'un savoir particulier et qu'on cherchait à valoriser à travers ces initiatives de recherche-là. Une fois au doctorat, j'ai travaillé sur l'action collective des minorités. Donc, si à la maîtrise, j'ai travaillé plus sur des acteurs à l'échelle fédérale, rendu au doctorat, j'ai changé d'échelle, descendu au provincial, descendu, c'est pas le bon mot, changé d'échelle, je suis allé au provincial, voir comment la mobilisation pouvait s'organiser à l'échelle provinciale, comment les acteurs se sont représentés leur action, comment ils se sont dotés de capacités d'agir sur le régime linguistique en vue de le transformer en leur faveur. Donc encore là, c'est de donner une place centrale aux acteurs. Depuis, bon là, je baigne dans plusieurs travaux, plusieurs initiatives de recherche. Le postdoc traite de l'offre active, mais l'offre active de services en français, mais dans une perspective où je veux revaloriser la participation citoyenne dans l'évaluation et le développement des services. Je développe un projet aussi sur la capacité d'agir des commissaires linguistiques. Donc pourquoi que, malgré qu'on ait plusieurs institutions à vocation linguistique qui ont une présence dans les institutions, pas dans les institutions, mais dans les fonctions publiques, comment ces
ces institutions-là agissent de façon différente en fonction des capacités et des cadres qui leur sont dévolus. Et la boucle est bouclée avec un dernier projet sur lequel j'ai travaillé, qui en suspens pour l'instant, mais sur lequel je reviendrai, et où j'ai changé encore une fois d'échelle politique et je suis allé vers le local en réfléchissant au conseil scolaire, qui est une préoccupation qui est revenue. Les conseils scolaires et les municipalités comme espace de pouvoir pour la francophonie minoritaire. C'est comment on peut investir ces lieux-là et transformer notre situation. Donc, ce rapport-là à l'espace par le politique passe aussi par des acteurs qui investissent l'espace en vue d'agir politiquement. Comme ça, je le vois. Merci, Martin. Donc, la deuxième ronde, qui est beaucoup plus express, disons, plus rapide, j'ai demandé à chaque intervenant, j'ai dit 5 minutes, mais disons 3 minutes, parce qu'on veut ouvrir la salle aussi. En termes de pistes d'avenir, et l'intérêt de Francophonie d'Amérique, c'est, bon, pistes d'avenir pour la recherche, mais en particulier, pistes d'avenir en termes de collaboration interdisciplinaire et collaboration interrégionale. Fait qu'est-ce qu'on reprend à l'inverse? On commence avec Martin, puis on revient vers André, ou est-ce qu'on continue de la même façon? Non? OK. On commence avec Martin, puis on revient vers André. En réfléchissant à l'avenir de la recherche, un sujet s'est rapidement imposé avec l'actualité pour moi cette semaine, et c'est les réflexions sur les limites de la judiciarisation. C'est une réflexion qu'on a eue à plusieurs reprises dans le droit, dans la sociologie, dans la science politique. Une réflexion qui s'est amorcée avec la première trilogie de décisions juridiques qui ont été en défaveur de la progression des droits linguistiques en 1986, donc la décision sur la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, McDonald et Bilodeau en 1986, qui proposait une interprétation plus restrictive des droits linguistiques en fonction d'un compromis politique. Puis on a beaucoup réfléchi à ça et ça a suscité beaucoup de travaux de la part de politologues et de juristes principalement. La position de la Cour suprême s'est complètement transformée au milieu des années 90. Michel Doucet parle d'une nouvelle trilogie avec Beaulac, Arsenault-Cameron et le renvoi sur la sécession du Québec, où là, on revient à une interprétation plus large et généreuse. On pourra en ajouter plusieurs depuis. Mais là, il y a lieu de se demander si on n'est pas devant une nouvelle trilogie, avec Caron, avec Territoire du Nord-Ouest, la Commission scolaire du Territoire du Nord-Ouest, et, bon, Commission scolaire francophone de la Colombie-Britannique, qui évidemment ne s'est pas rendue à la Cour suprême encore, mais on pourrait imaginer qu'elle se rende. Mais à tout le moins, on se retrouve devant 3 décisions où il y a eu des interprétations plus restrictives des droits linguistiques. Et là, on peut peut-être reprendre à ce moment-ci l'agenda de recherche sur les limites de la judiciarisation, sur les critiques qu'on fait à la judiciarisation, et où on dit qu'il faudrait revenir aux politiques. On l'entend beaucoup dans les organisations communautaires, mais c'est beau revenir aux politiques, mais ce que les organismes communautaires nous disent, ou ce que les acteurs nous disent, c'est qu'on a commencé par le politique. Ça n'a pas fonctionné. On est allé au juridique. Ça ne fonctionne pas plus. Comment voulez-vous qu'on revienne aux politiques? Et je pense qu'il y a là la possibilité de créer un nouvel agenda de recherche. Comment retourner aux politiques? Et je pense que c'est en renouvelant la recherche par le recours à la comparaison. En politique canadienne, on a beaucoup de réflexions sur le renouvellement du champ d'études de la politique canadienne en passant par la comparaison, en renouvelant des questions, les théories, les concepts, les méthodes, mais sans nécessairement laisser de côté des études plus particulières, plus idiosyncratiques sur nos cas, dans le but d'éventuellement ouvrir la porte à de nouveaux savoirs. Peut-être que des études comparatives nous permettraient de trouver des modèles ailleurs qui pourraient inciter à un renouvellement de l'action politique en francophonie canadienne. Super, merci. Valérie, est-ce que tu veux retourner au micro? Comme tu veux, comme tu veux. Je sais pas si ça va sortir, je vais essayer. Vas-y. Donc, moi, l'idée partait du fait que, bon, la littérature s'entend pour souligner que pour que la francophonie soit vivante, ça prend une culture, ça prend des foyers culturels, ça prend de l'art, ça prend justement de la vie, et que c'est difficile de se projeter quand on ne sait pas à quoi on appartient, quand il y a des pans de notre histoire on ne connaît pas, en fait, l'issue, qui ne nous appartiennent plus parce qu'ils ont été effacés des manuels. En fait, ils n'ont jamais été
présents dans les manuels parce qu'ils ont été effacés de la mise en intrigue dominante. Et le chercheur est relativement bien outillé pour agir sur cette question-là. Ici, je me fie à l'exemple de l'endroit où j'évolue en tant qu'historienne, le campus Saint-Jean. On a au campus Saint-Jean des archives, une mine d'or sur le parcours des Oblats, leur rôle dans la fondation de l'éducation. On a un outil de recherche de ces archives-là qui fait plus de 1000 pages. Donc la richesse est extrêmement grande, mais ces ressources-là ne sont pas connues. Donc, le chercheur peut agir pour faire connaître, faire sortir des pans d'histoire négligés pour que le sentiment d'appartenance à une communauté qui vient d'un projet commun auquel s'ajoutent plusieurs autres couches. Donc, ça vient avec l'histoire des Métis et ça peut s'accompagner de plein d'autres projets. Il y en a un plus récent au campus Saint-Jean où on a demandé aux arrivants congolais de déposer leurs archives, notamment des objets qui font état de leur trajet migratoire. Donc, c'est une façon de montrer les différents visages et de construire ensemble un récit qui est plus complet, plus proche de ce qui s'est réellement passé. D'accord. La question de l'interdisciplinarité, bon, ben, je prêcherai des convertis, ça, mais dans le domaine universitaire, bien entendu, souvent les études littéraires, c'est une discipline, on dit, c'est language-based ou area-based. Et je pense qu'on est toujours dans cette dynamique-là, surtout au Canada où c'est problématique en raison là, des trois éléments, donc le Canada anglais, le Québec et bien sûr la francophonie hors Québec, les espaces francophones. Je pense quand même que les choses peuvent changer au niveau, par exemple, des colloques et des publications. Je prends l'exemple du CEF, Lise, qui a travaillé beaucoup au Conseil international d'études francophones. Donc, lorsqu'on sort du Canada, là, on voit beaucoup plus dans ces colloques de liens entre les littératures francophones, qu'elles soient québécoises, qu'elles soient acadiennes. Même parfois, ce qui est intéressant, vous allez avoir parfois des spécialistes de littérature québécoise qui vont faire des comparaisons avec des littératures africaines ou autres, mais ils ont encore peut-être ce réflexe de ne pas en faire assez avec les littératures francophones, les autres littératures francophones du Canada, ce qui est quand même particulier. Il y a évidemment les chaires de recherche, il y en a dans l'Atlantique pour l'Amérique, pour la chanson. À Ottawa, il y en a plusieurs aussi, dont celle de Lucie Hott sur les cultures et les littératures francophones du Canada. Je pense qu'un troisième axe, c'est la réflexion méthodologique et la réflexion conceptuelle sur toute cette question de la littérature francophone ou des littératures francophones. Il y a Gérard Bouchard qui était ici il y a peut-être 2 ans, qui avait fait une conférence et puis il expliquait les différences entre lui et Joseph Yvon Thériault, donc de l'Acadie, toute cette question d'espace francophone, de langue, aussi avec les tourneaux pour la mémoire, et Gérard Bouchard se raccrochait au modèle aussi français, donc au lien français. Je pense, justement, dans une conférence du CEF, j'avais entendu Christophe Trenel, Pierre-André Deneau, qui parlait des francophonies d'Amérique et du Québec, et qui interprétait l'imaginaire de la rupture, donc une réinterprétation de l'imaginaire de la rupture. Je pense que c'est toujours là, et enfin, je pense qu'il faut en parler. Et finalement, peut-être pour donc boucler la boucle, le quatrième axe, c'est le travail des écrivains, là, juste pour rapidement remettre mon chapeau. Donc, je pense qu'il y a un repositionnement imaginaire qui se fait, un nouvel aménagement du territoire symbolique. Je pense que Lise, qui est ici, Lise Gaboury, ou des textes qui vont du Canada à l'Afrique, à l'Inloka, ce serait la même chose. Ying Chen, qui est aussi. Donc, on associe souvent Ying Chen à ce qu'on appelle la littérature migrante, mais c'est la littérature migrante qui est dans un sens plus large, qui est de migrer, de faire bouger les identités. Ici, en toute modestie, je peux faire allusion à mon travail, donc, par exemple, dans Les Fossoyeurs, un roman que j'ai publié, où je parlais de connexions qu'on connaît moins entre Vancouver et Québec, et entre autres sous l'angle de l'immigration chinoise, donc de la mémoire historique et puis
de la réflexion ou une méta-historique sur l'histoire. Donc, je pense que avec différents écrivains francophones aussi, il y a des réaménagements qui se produisent et qui devancent peut-être aussi le discours savant, en fait, dans mon domaine, dans le domaine des études littéraires. Bon, ben merci, merci à vous trois. Et merci, je pense. Littéralement qu'on tourne la caméra, parce que j'aimerais que le focus ne soit pas sur nous, mais plutôt sur la salle, sur est-ce que vous avez été interpellé, est-ce qu'il y a une réflexion. Donc devant la salle, on a un politologue, une historienne, un prof de littérature, mais dans la salle, on a des gens d'une variété de disciplines, la linguistique, l'éducation, je vois des collègues de littérature, de la sociologie aussi. Donc, quelle est la contribution de vos disciplines en termes de francophonie canadienne, de vos propres travaux? Comment vous entrevoyez les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, les 100 prochaines années? En termes de recherche sur la francophonie canadienne, qu'est-ce qui vous interpelle? Quel genre d'enjeux qui existent peut-être dans vos champs, dans vos disciplines? Fait que s'il y a quelqu'un qui veut nous lancer, on est prêt à accepter réflexion, questions, commentaires, etc. Moi, je vais me lancer. Et en revenant sur ce que Martin Normand a dit, la piste d'avenir, celle de des limites du judiciaire. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose là qui est fondamental. On vient de s'en apercevoir avec la cause 40, par exemple. Et il faut retourner aux politiques, mais justement, comment retourner aux politiques? La comparaison pour voir justement comment dans d'autres sociétés, des groupes minoritaires ont pu parvenir aux politiques est certainement très utile, mais je me demandais aussi, en écoutant votre première présentation sur le portrait que vous avez fait de la revue Francophonie d'Amérique, la place peu importante de l'économie. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu aussi, tout en étudiant, en examinant cette question-là, du comment arriver aux politiques, aussi de regarder la question d'économie, mais en termes d'économie politique pour les francophones hors Québec ou les francophonies minoritaires. Parce que souvent, pour réveiller le politique, pour attirer l'attention du politique, lorsqu'on est dans une société où il y a plusieurs groupes minoritaires, peut-être que là, la carte économique peut être jouée. Et que ce soit des conservateurs ou des libéraux, des fois, la carte économique est attrayante. Même pour des néo-démocrates en Alberta, la carte économique peut être attrayante pour être en mesure de répondre à certaines demandes ou à certaines problématiques des francophones en milieu, comme c'est le cas en Alberta. Donc, je ne sais pas si ça vous inspire quoi que ce soit. Ben, peut-être qu'on peut... Est-ce qu'il n'y a pas des études plus économiques à l'Institut canadien de recherche, l'Institut canadien à Moncton, qui avait une dimension peut-être un peu plus politique? Est-ce que tu vois un avenir en termes de recherche en économie politique? Oui, il y a en fait un groupe qui est en train de se constituer, un réseau de chercheurs sur les pays francophones qui veulent aborder la question de l'économie, mais le monde du travail, c'est un peu plus spécifique que l'économie politique. Puis ça, ça fait suite à un colloque qui a eu lieu à Ottawa sur le monde du travail en francophonie canadienne. Alors, ce groupe-là devrait vraisemblablement se constituer au courant de l'année. Mais sinon, je pense que l'aspect plus de l'économie politique, il y a eu des recherches toujours sur les inégalités salariales, par exemple, entre les francophones. Là, ça fait suite aux travaux de la commission, justement, pour voir où on en est à peu près sur ces questions-là. Mais c'est une question qui était très réglée, sauf au niveau de l'anglais. Donc, je ne sais pas à quoi vous pensez exactement, mais je ne sais pas à quoi la fibre serait... il irait chercher une fibre pour peut-être stimuler au niveau de l'économie politique. En termes d'immigration, par exemple, lorsqu'il y a eu des flux migratoires vers l'Alberta, c'est essentiellement pas l'aspect culturel qui attirait les immigrants, qu'ils soient de langue anglaise ou francophones, c'était la vitalité de l'économie. Or, à partir du moment où la vitalité économique de l'Alberta est moins là, on voit justement un ralentissement de cette migration-là, qui est ou bien interprovinciale, ou bien de l'extérieur. Et en ce sens-là, ça peut devenir un vecteur important pour les communautés francophones
Parce que là, l'aspect culturel, avec une économie albertaine qui diminue, c'est clair que ça a déjà son impact, parce qu'on voit des immigrants ou des gens du Québec retourner tout simplement. Et en ce sens-là, ça a un impact qui est direct sur la vitalité des communautés francophones, comme à Edmonton, par exemple. Et dans ce contexte-là, comment arriver à dire aux politiques, écoutez, bon, quand c'était en temps de prospérité économique, comment arriver à dire aux politiques, vous avez besoin de vous occuper de l'immigration francophone parce que ça peut être une plus-value à l'économie albertaine. C'est difficile à faire en tant que... Ben, je pense que c'est difficile à démontrer comme tel pour le politique, parce que le politique va dire, écoutez, nous, c'est l'immigration à large, puis c'est pas l'aspect culturel qui nous intéresse, c'est l'aspect technique. C'est l'aspect des compétences pour être capable de travailler pour son corps, par exemple. Dans l'exemple que tu donnes, mobilité des Acadiens qui se retrouvent en Alberta, des Franco-Ontariens, etc., il y a aussi la question de la mobilité. On a des collègues qui ont un nouveau projet sur la mobilité. C'est un projet financé par le CRSH. Est-ce que vous pouvez en parler un peu de ce projet sur la mobilité? La place de la mobilité en francophonie canadienne comme nouvelle notion, en fait, pour étudier la francophonie? Ben, c'est Monica Howard qui est le chercheur principal. C'est un CRSH qui est subventionné Savoir jusqu'à 2020. C'est à ses débuts. Et donc, ça s'insère dans la continuité des travaux de Monica sur la francophonie canadienne et justement l'économie politique, mais aussi en intégrant un aspect histoire, donc Yves Frenette, qui est membre de l'équipe, et une volonté de regarder la mobilité francophone en lien avec les ancrages. Si on regarde la littérature sur la mobilité, elle est souvent traitée à part et pas avec les ancrages. Et donc, insertion, il y a plusieurs terrains, c'est multi-sites, c'est multi-provinces. L'insertion des gens qu'on recrute en Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Québec, l'Acadie, dans la francophonie, comment ça se passe. L'aspect économique, qu'est-ce qui fait bouger, qu'est-ce qui fait ancrer. Donc, je fais sur le Okanagan, ici en Colombie-Britannique. Et cette idée d'essayer de voir, pas uniquement de le regarder dans l'actuel, mais de le rattacher à cette mobilité francophone qui a toujours existé. Je ne sais pas si ça vous donne une idée. Oui, ça s'appelle un Canadien errant. J'ai oublié de donner. Je pense que pour Cher Boily, il y a de mettre de l'avant quelque chose qui va dans le sens de la compréhension de la mobilité. Comment la quête de mobilité sociale en termes de changement de statut, d'amélioration de sa qualité de vie, de passer d'un statut peut-être de pauvreté ou relativement des besoins à une meilleure position sociale. Cette mobilité-là, à l'entendre, ça semble, je dirais, piloter la mobilité spatiale géographique, c'est-à-dire l'immigration interprovinciale en quelque sorte. Mais ce qui est sorti pour nous dans notre session, je n'étais pas dans l'autre session, c'est comment cette quête de mobilité sociale qui va donc piloter la mobilité géographique, spatiale, une fois cette mise en place, cette union est faite, ce mélange de francophones ou de francophonies plurielles se met en place, qu'est-ce qui se passe? Et nous, ça a été, depuis la présentation centrale du matin, où il a parlé surtout du support de convergence, et puis la présentation de notre collègue là-bas, c'était vous, hein? Je ne sais plus, là. Sur les enjeux de l'école en Colombie-Britannique. Voilà. Et même ma présentation aussi, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand du pluriel identitaire en place, du point de vue de la francophonie, comment aller chercher ce qui peut, je dirais, servir de support d'unité, vous voyez, dans le souci de renforcement de la francophonie,
et en termes démographiques, mais aussi en termes culturels, en termes de valeurs, en termes d'association, des lieux de fusion. Donc je pense que tout se tient, et s'il y a des recherches, je pense que c'est dans ce sens-là. On a beaucoup discuté dans notre session sur le support d'unité pour faire face, ne serait-ce qu'aux institutions, aux instances politiques, étatiques, de prestations sociales. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans des divisions, je dirais, identitaires, plus ou moins contradictoires et paralysantes entre elles? Donc je pense que tout va ensemble, que ce soit du point de vue de la mobilité, et à quelle finalité ça mène, et qu'est-ce qui peut sortir de là comme profit à rechercher pour les francophonies nord-américaines. Donc il y a un élément de relation à l'autre finalement. C'est ça. Et ça a été un champ. Il y a eu des travaux de recherche en francophonie sur la relation à l'autre. Mais comment ça ne doit pas être... Cette relation ne doit pas être une relation de nuisance. C'est ça qui est... Voilà. Il faut aller au-delà de la tolérance. Voilà. Comment se donner des modèles collectifs, je dirais, des attitudes collectives dans le sens d'une communauté francophone. Malgré la diversité, la quête d'unité, et sur quoi on bâtit les supports de cette unité-là. Et quand j'ai discuté dans l'année, on a beaucoup parlé, insisté sur le support des enfants et la médiation infantile en termes de changement de valeurs, je dirais, de désancrage, de comment on peut s'émanciper de nos ancrages classiques, traditionnels, qui souvent posent problème d'une rencontre à l'autre. Bon, Manitoba, vous avez tenu des états généraux sur l'état de la francophonie. Est-ce qu'il y a des... Bon, et ces cafés citoyens ont été analysés par des chercheurs justement de l'USB. Est-ce qu'il y a des pistes de recherche qui sortent de cette analyse thématique qui a été faite, de ventilation qui a été faite des cafés citoyens? Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de la suite en termes de recherche d'un point de vue d'un chercheur? Du point de vue d'un chercheur, il y a tout un potentiel, bien entendu. Ce qui ressort de cette démarche-là, qui a permis de rejoindre 1500 participants, c'est l'idée que cette société-là, en ce moment, elle est inclusive. Il y a cette question de diversité qui va devoir être, disons, objet de recherche supplémentaire, mais je pense que déjà, toutes les réflexions sur multi, inter, trans, ça fait l'objet déjà de colloques, même le colloque du CIEF, il y a 1 an et demi, il y a des publications dans ce sens-là, mais si on se place du point de vue citoyen, je pense que c'est une réussite parce que là, il y a je dirais pas une restructuration, mais presque une refonte en profondeur des structures communautaires qui est en train de se dessiner. Et puis là, il y a une loi aussi qui vient juste d'être votée à l'unanimité. Puis si vous voulez en savoir plus, vous viendrez demain à la table ronde. Est-ce que vous voulez rajouter peut-être? Non, c'est le grand spécialiste qui a participé à ce travail-là. C'est dans notre relation. Oui, Denis? Moi, j'avais une question, puis je suis habitué à lorsque j'étais très actif au sein de la Fédération des communautés francophones et acadiennes et d'autres structures comme ça, communautaires, où l'idée de recherche est ressortie assez fortement dans le plan stratégique communautaire et ailleurs. Mais on le faisait plutôt d'un point de vue de souhait. Il n'y avait pas d'agenda de recherche identifié. J'ai aussi eu l'expérience particulière avec la RUC, de l'identité des francophonies de l'Ouest, l'Alliance de recherche universitaire communautaire, puis je sais qu'il y en avait un autre à l'Université d'Ottawa. Je serais curieux d'avoir votre point de vue, mais le point de vue des gens dans la salle. J'ai plusieurs questionnements. Y a-t-il lieu d'avoir un agenda de recherche carrément où la francophonie canadienne organise un agenda de recherche au lieu que ce soit les intérêts spontanés des spécialistes? Donc, une façon où les questions de recherche sont définies formellement par les instances de gouvernance comme telles. Et puis, peut-être, ça c'est une question, donc si vous accrochez à cette question, tant mieux. Et l'autre, c'est des gens qui ont une expérience
de participer dans ces genres d'alliances-là, de voir, y a-t-il un avenir là-dedans, ou est-ce que c'est un processus difficile, boiteux, etc. Je peux juste imaginer comment ça pourrait le devenir, mais du point de vue des gens qui sont impliqués dans ces genres de recherches-là, est-ce qu'il y a lieu de pouvoir... Y a-t-il un avenir dans ce modèle-là de recherche où les communautés identifient les questions de recherche et on embarque à partir de ce point-là, au lieu du contraire, où le chercheur identifie selon ses domaines particuliers? Quelqu'un sur le chercheur engagé, sur le savoir engagé. Je sais que Martin et moi-même, on a un projet tout de suite. On a fait une recension des écrits sur le savoir engagé, justement. Puis cette réflexion-là que tu portes, là, que tu présentes en 30 secondes, c'est une réflexion que les chercheurs en francophonie canadienne portent depuis une trentaine d'années, depuis 35 ans. On a trouvé des textes publiés par des collègues à la Laurentienne, à Ottawa, à Moncton. Quelle est la place du chercheur en rapport avec sa communauté, en rapport avec les organismes communautaires. Joseph Yvon Thériault avait écrit un texte à un moment donné qui se nommait « La recherche qui se cherche », pour résumer la recherche en francophonie canadienne. Oui, fait qu'en termes de chercheurs engagés, de savoir engagé, il y a une réflexion qui a déjà été portée. Je pense que la réflexion continue d'être portée par ceux et celles qui font de la recherche, qui travaillent dans des institutions en milieu minoritaire. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui a une réflexion là-dessus, sur le chercheur engagé? Oui. Je réponds un petit peu à Denis parce qu'on était sur le comité de gouvernance de cette ARUC. Et puis, moi, je coordonnais tout ça, mais en fait, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait 42 chercheurs et puis pratiquement autant d'organismes communautaires. Et puis, en fait, ce qui était intéressant dans ce projet-là, c'est que c'est la communauté qui est venue nous poser des questions. C'était pas un appel au secours, mais on disait, OK, on a des défis, on a des questions, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Alors, ça a continué comme ça. Et puis, même si la RUC sur les identités francophones est terminée depuis 2013, mais vraiment, ça a continué. Avec les États généraux, c'est un petit peu les mêmes partenaires qu'on avait du côté de la Société franco-manitobaine. Puis là, mais les questions que la Société franco-manitobaine avait apportées, ça a intéressé les gens de Saskatchewan et puis de l'Alberta. Alors, c'est comme ça qu'on a créé cette chose. Alors, je pense que ça demeure pertinent aujourd'hui aussi. Je vais donner un exemple. Oui, rapidement sur les AEC. Les AEC, je ne sais pas si vous connaissez, les alliances l'Alliance de recherche université-communauté. C'est un programme de subvention du CRSH qui n'existe plus, malheureusement. Mais bon, il y a eu quelques alliances, effectivement, en francophonie canadienne, en termes de rapport, en termes de chercheurs communauté. Oui, je vais donner un exemple concret ici. Denis s'intéresse à l'histoire, société historique en Colombie-Britannique, ici. En 2008, c'était le 150e anniversaire de la province. Et la communauté est venue voir quelques profs chercheurs en nous disant « C'est terrible, on ne parle pas des francophones, on ne raconte pas l'histoire des francophones, on parle de beaucoup de gens pour le 150e, mais pas des francophones. » Et donc, il y a des gens de la Fédération et de d'autres organismes qui sont venus aller voir Yolande Grisé au BAF et moi à UBC pour dire « Mais qu'est-ce qu'on peut faire? » Alors, on a organisé un colloque qui réunissait des chercheurs universitaires et la communauté. Et c'est de là qu'est née la Société historique francophone de la Colombie-Britannique. Donc, c'est un exemple concret où l'agenda de recherche n'est pas dicté par les universitaires qui ont évidemment tendance à se replier sur ce qu'ils connaissent. Et là, ça a un effet très positif. Juste un mot rapidement sur la RUC qui était à l'Université d'Ottawa. J'ai été impliqué tout au long du processus de la RUC. Nous, c'était sur les innovations en gouvernance communautaire, quand j'y faisais référence tantôt. Et pour revenir à l'idée des espaces, je pense que dans un esprit de recherche collaborative, de co-construction des questions, des savoirs, des connaissances, la clé, c'est des espaces de rencontre entre les chercheurs et l'université, ce qui sont très rares dans le fond. Et nous, la RUC à Ottawa est née de préoccupations qui ont été soulevées dans un espace qui a été créé par Linda, sa chaire et des organismes communautaires qui se posaient des questions sur la gouvernance communautaire. On était à la période aussi où la gouvernance communautaire se transformait à la faux. Donc, tout l'Ontario se questionnait sur la gouvernance, tout le monde avait des questions. Le rapport au gouvernement provincial était en transformation. Donc, en se dotant d'un espace, c'est là que les organismes et les chercheurs ont pris conscience de leur intérêt partagé pour une question de recherche commune. Et c'est de là qu'ensuite est né le projet d'ARUC qui a été financé, qui
qui s'est poursuivi sur 5 ans. Plusieurs chercheurs, plusieurs chercheurs communautaires, plusieurs chercheurs universitaires ont collaboré sur une quinzaine de projets de recherche peut-être. On a des dizaines de rapports de recherche, des ouvrages collectifs qui sont découlés de ça, mais toujours en ayant en tête que les questions de recherche étaient socialement pertinentes et co-construites par les chercheurs communautaires. Et les collègues en éducation, est-ce qu'il se passe des choses en éducation? Est-ce qu'il y a des programmes de recherche, des projets de recherche? Qu'est-ce qu'on étudie? Quelles sont les grandes questions en éducation, en termes d'école? Oui. Un petit clin d'œil, Cécile, non? Je me sens je ne vais pas te nommer, mais... Je ne sais pas de quoi tu parles. En éducation, il y a plusieurs chantiers, mais je dirais qu'avant même l'éducation, c'est qu'à SFU, on se vend comme des engaged university. Donc on met cette notion d'engagement et puis on est engaged with the communities. On est engagé avec les communautés, on est engagé avec les étudiants, pour les étudiants. Sans vraiment savoir qu'est-ce que l'université met derrière cette notion d'engagement. Donc on en parlera demain après-midi dans le symposium qu'on va essayer de présenter, parce que là j'ai plein de courriels qui disent que les participants ne seront pas nécessairement là, donc ça commence à être un peu inquiétant. Mais je dirais qu'en éducation, chez nous, au niveau de l'éducation en français, donc à la fois pour les francophones et aussi chez nous les francophiles, hein, donc les anglophones qui font aussi vivre nos écoles et nos programmes d'immersion. Il y a à la fois la réflexion autour de la gouvernance et puis du leadership. Il y a aussi toute la grande question, parce qu'on est une faculté d'éducation, la formation des enseignants de français dans un contexte minoritaire. Comment on arrive à maintenir ou à développer une compétence en langue, en français, qui permet de poursuivre l'éducation à la fois dans les programmes d'immersion et puis dans les programmes francophones. Ça rejoint un petit peu la discussion qu'on a eue aussi ce matin, qu'est-ce qui différencie le programme d'immersion du programme francophone chez nous. Et du point de vue de la faculté d'éducation, c'est directement lié avec la formation professionnelle des enseignants de français de base, français d'immersion et aussi du CSF, parce qu'on manque d'enseignants qualifiés. Donc nous, les projets de recherche sont plus sur cet aspect, donc dans la salle de classe. Il y a quelques projets également qui portent sur l'identité professionnelle et linguistique des enseignants, puisque nos enseignants d'immersion sont souvent des enseignants qui n'ont pas le français comme langue première. Donc ils enseignent une langue qu'ils ne parlent pas nécessairement à la maison, et on les forme dans une langue qu'ils ne parlent pas à la maison. Donc tous ces défis-là. Et puis il y a eu des recherches aussi sur la transformation du paysage socio-linguistique de la communauté francophone, et je pense notamment à une recherche qui s'est terminée il y a 2 ans sur la communauté francophone africaine, subsaharienne, dans les écoles du CSF, qui a posé ou fait surgir des problématiques par rapport à ce que disait monsieur sur qu'est-ce que c'est qu'être francophone en Colombie-Britannique aujourd'hui, quand on n'est pas québécois, quand on n'est pas français de France, quand on vient d'ailleurs, qu'on ne passe pas nécessairement par le Québec, hein, qu'on arrive directement aussi d'un camp de réfugiés, parce que c'est aussi une des réalités de cette population qui a connu les camps de réfugiés, qui a connu, pour certains, donc qui arrive à l'école en français avec des traumatismes, et une école qui ne correspond peut-être pas nécessairement à l'école qu'ils connaissent. Donc voilà quelques-uns des chantiers en éducation. C'est juste pour enchaîner, je pense que ce qui me frappe, c'est, vous avez parlé avant de retour à un volet comparatif, c'est d'entendre les mêmes enjeux qu'on entend au Québec. Moi, je vis à Montréal, je travaille dans une centre sur l'immigration et l'intégration au Québec. Et c'est exactement les mêmes enjeux, les mêmes questions qui se posent sur qui est francophone, qui est franco-colombien, puis qui est québécois. Cette redéfinition de quelque chose qui a été défini dans le passé de façon ethno-linguistique qui doit se redéfinir. Je pense qu'il y aurait intérêt à faire du comparatif. Et si vous me permettez de boucler la boucle pour ainsi dire, on a commencé ce matin avec Peter. Est-ce qu'il y a une dernière réflexion à chaud suite
suite à l'appel que tu prononçais ce matin pour l'engagement avec la communauté, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on en tire après la journée d'aujourd'hui? Les présentations, les interventions de tous et tous. Je te mets sur le spot un peu, mais je te fais confiance. Il me semble que, comme je disais ce matin, la conjoncture est particulièrement favorable comme chercheur, mais aussi pour les communautés francophones, où je pense que de la part des communautés, il y a une reconnaissance qu'on est en panne d'idées et que les concepts qui nous ont, et pourquoi, hein, en partie, c'est nous autres là, qui en sommes responsables en partie. Des concepts qui nous ont portés pendant depuis les années 60, disons. Je pense qu'on arrive, ils ne nous porteront pas beaucoup loin. Donc, ces concepts de faire société, de continuum identitaire, de construction identitaire, de dualité linguistique, cette conception très problématique d'immersion, on ne sait même pas pourquoi on le fait, des termes problématiques francophones que ça ne marche plus, là, cette petite définition étroite qu'on avait, ce terme, je dirais, péjoratif de francophile, par exemple. Tous ces concepts qui nous ont portés, ou, comme Martin, tu disais, cette foi que nous, comme communauté francophone, on placée dans la charte d'action juridique, peut-être qu'on a atteint les limites. Donc, il me semble que ça nous interpelle comme chercheurs. On a besoin d'idées nouveaux et de repenser cette francophonie. Mais je pense qu'il y a comme un beau défi là, super stimulant sur le plan intellectuel. Est-ce qu'il est possible de repenser la francophonie canadienne comme étant au cœur de la société canadienne, et non pas aux marges, nous les autres, nous voyons souvent, nous, on se voit nous-mêmes. On parle dans l'Ouest de francophonie manitobaine, hein, et même c'est dans une loi maintenant, sauf qu'on sait très bien que ça n'existe peut-être pas toujours dans les faits sur le terrain. Il reste à construire cette francophonie. Il y a la même chose en Colombie-Britannique, partout, un peu partout, mais comment ça reste un peu, même dans les États généraux. La conclusion la plus importante qui est ressortie là, de l'étude à laquelle Yves et d'autres chercheurs de l'USB ont participé, c'est le désir de vivre en français au sein d'une communauté inclusive. Sauf qu'on dit en même temps, sauf qu'il nous faut une stratégie pour y arriver, parce que ça reste encore un peu ensemble comme chercheurs. Est-ce que ça ne nous interpelle pas? Mon Dieu, on a un laboratoire puis une communauté qui veut. Et sauf qu'on ne sait pas encore comment y arriver, il me semble. Là, votre présentation de ce matin sur les écoles, ben voilà les enjeux de l'inclusion. C'est difficile, hein, c'est pas évident. Comment gérer ça? Comment aller de l'avant? Et mon Dieu, pour nous, comme chercheurs, et puis pour nos communautés, il me semble qu'il y a énormément de travail super intéressant à faire. Je pense à la question que tu as posée, Denis. Ces arutes, là, en tout cas, des fois, là, ça a tendance à s'éparpiller. Et je crois beaucoup à la comparaison, la comparativité. Mais je pense aussi un peu à ce que Édouard Glissant parle de la politique de la relation. Hein. Il n'y a pas de relation s'il n'y a pas de diversité. Donc, il faut maintenir la diversité et la mettre en relation. Puis même, je dirais, à l'intérieur de nos francophonies, par exemple, c'est ça l'un des problèmes, et ça nous interpelle aussi comme chercheurs. Ça vient d'où, là, notre cadre théorique pour concevoir la francophonie canadienne? C'est dommage qu'on se contente de parler de la francophonie canadienne comme si le reste de la francophonie sur le continent n'existait pas. Mais ça vient d'où, là? Ça vient de Moncton, ça vient de Laval, ça vient de l'Université d'Ottawa. Ces concepts-là de faire société, constitue institutionnel et de continuum identitaire, ça ne colle pas dans nos réalités de l'Ouest canadien. Du tout. Ouais, un peu, oui. Je dis ça avec tout le respect que je dois à mes collègues de l'Est. Mais ça cadre avec les réalités est-canadiennes. Ce serait intéressant là, de travailler à l'échelle régionale d'abord. Essayer en allant sur le terrain et en écoutant les communautés, de voir quels sont les vrais enjeux et de penser une théorie, mais à partir de l'expérience. Et ce serait super intéressant ensuite de comparer ça avec la théorie qu'on peut élaborer à partir d'expériences acadiennes, à partir d'expériences antillaises, à partir d'expériences louisianaises. Moi, je trouve ça super motivant. Et puis, comme co-directeur de Francophonie d'Amérique, wow, ce serait le fun si on avait
des articles et des études qui allaient dans ce sens-là, que je serais bien fier de publier dans Francophonie d'Amérique. Et si la revue donnait vraiment continentale, en réalité, de nos cousins en Louisiane sont pas mal plus proches des nôtres en Saskatchewan et au Manitoba que les réalités québécoises. On a beaucoup à apprendre si on est capable de se mettre en relation et en communication. Même chose, je dirais, enfin, avec les autres minorités. Pourquoi les francophones s'obstinent encore à faire cavaler seul? Et toutes les minorités font plus ou moins cavaler seul. C'est qui perd dans cette histoire-là? C'est les minorités. Et nous sommes comme chercheurs. Oh, voilà, oui, c'est un leadership maintenant. En tout cas, voilà, c'est les idées qui me viennent à l'esprit. Merci. Donc, merci Peter. Comme Peter mentionnait, Blanc est désormais co-directeur de Francophonie d'Amérique. Donc, c'est tout à fait logique qu'on vous donne le mot de la fin. Donc, merci. Et sur ça, merci à tous et toutes. Je vous rappelle que la discussion continue au cours de cette année dans différentes institutions, canadiennes. Ces genres de tables rondes vont avoir lieu à l'échelle du pays. Et le prochain colloque du réseau de recherche sur la francophonie canadienne dans le cadre de l'ACFAS en mai à l'Université McGill va porter sur ces thématiques justement. Et en plus, on l'a appris aujourd'hui, ils ont eu du cash. Fait que ça va peut-être la peine de soumettre un projet de communication pour participer au colloque. Et aussi pour des fonds de recherche et des intentions pleinement universitaires. Et donc là-dessus, on remercie encore une fois nos 3 intervenants. Merci à tous et toutes aussi.